Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je réponds à plusieurs questions que j'ai reçues de votre part, principalement sur de l'IMO. C'est parti, on se lance directement dans le feu du sujet. Première question, c'est une question de Joël qui a déjà fait le tour de toutes les banques et qui me demande si c'est intéressant de venir dans mon coaching. Si vous avez déjà fait le tour de toutes les banques et que vous n'avez pas eu de financement, je pense que c'est quand même intéressant de prendre un call directement avec Martin que vous avez en dessous en commentaire. Pourquoi ? Parce que nous, on a des différentes techniques. Déjà, on a des contacts bancaires privilégiés avec certaines banques, des banques qui continuent à prêter même si vous avez dépassé les 35% d'endettement, et aussi des façons de structurer votre dossier pour que ça passe avec certaines banques. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. On peut faire ça. On le fait clairement mieux, je pense, que beaucoup de courtiers. Donc, n'hésitez pas à voir avec Martin si on peut vous aider et si dans ce programme de coaching, on peut réaliser vos investissements. Il y a plein de façons différentes d'obtenir des financements, que ce soit avec du cash que vous avez pour faire des SCI à l'IS, donc on peut faire de l'apport, que ce soit avec des biens immobiliers que vous avez déjà remboursés, que ce soit sur un changement de résidence principale, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec des entreprises. Bref, il y a plein de techniques qui peuvent marcher. Question d'Olivier qui me demande si lui, il est intéressé par plutôt investir en Espagne ou en Italie. Alors, il s'avère que l'Espagne-Italie, je connais un petit peu l'Espagne. J'ai fait des colocations en Espagne, donc ce n'est pas les mêmes règles qu'il y a en France. Moi, la problématique que j'ai avec l'Espagne, l'Italie, voire l'Allemagne, c'est combien de cash sera nécessaire pour faire votre opération. La problématique qu'on a en Espagne, alors généralement, les taux sont un petit peu inférieurs à ceux de la France. On peut emprunter jusqu'à 30 ans, mais généralement, on ne peut pas emprunter les travaux. Donc attention, parce que vous vous retrouvez à devoir mettre de votre poche des travaux, donc ça peut aller très vite, du 20, du 40 000 euros pour des opérations. Autre élément aussi sur l'Espagne, attention à l'apport qui est nécessaire dans le deal. Vous risquez de faire des opérations qui sont sur le papier très rentables, voire qui vont prendre de la valeur, mais si vous faites réellement votre calcul de rentabilité, vous allez vous retrouver à mettre beaucoup d'apports, ce qui fait qu'en fait, vous allez vous retrouver à des rentabilités qui ne sont pas intéressantes par rapport à la bourse. Donc dans votre cas, en tout cas, moi ce que je conseillerais à Olivier, c'est si tu es aujourd'hui en France, même avant de quitter la France, vas-y à fond, vas-y à balle. Ici, on a un système, on peut faire des opérations, on met pas de cash, on peut faire de l'argent, ça peut tourner. Et après, tu peux aller voir dans d'autres pays. Attention aussi aux autres pays. À un moment, ça je le répète assez souvent, acquérir une nouvelle compétence, c'est pas comprendre grosso modo comment les trucs marchent, c'est pas ça. Avoir une réelle compétence, une compétence pour faire de l'argent, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez faire des opérations, vous savez en faire une opération, par exemple un immeuble qui cartonne, qui va vous faire du 600 euros de cash flow par mois pour 200 000 euros d'investissement. Ça, 1, vous savez le faire, vous l'avez fait une fois. 2, vous savez le faire plusieurs fois. 3, vous savez totalement déléguer. Et 4, vous savez atteindre votre objectif financier, un objectif conséquent avec ce système d'investissement. Un objectif conséquent, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà les 1 000 euros par mois, les 2 000, et enfin, il y a remplacer votre salaire grâce à l'immobilier. Ce degré de compétence demande du temps, ça demande de vous entourer bien. Moi, je vous encourage fortement à traîner et à être avec des gens qui font ce type d'opération. Encore une fois, mon coaching, il est là pour ça, pour que vous soyez en contact avec des personnes comme moi qui font des deals, en fait, qui font beaucoup de deals, qui sont habitués à les faire, qui savent ce que c'est un deal qui rapporte réellement et qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui savent comment les éviter aujourd'hui. Vous avez besoin d'un effet ping-pong. C'est pas en vous disant les choses une seule fois que vous allez forcément les intégrer. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de pratique, etc. Si vous choisissez d'investir dans un autre pays, moi, ce que je vous dirais, c'est déjà dans un premier temps, faites de l'invest en France, à côté de chez vous, pas très loin, 1h30 max, voire 2h max, et vous multipliez, vous gagnez réellement de l'argent. Et une fois que vous avez fait ça, vous ressortez avec du cash sur votre opération et un cash flow. Pourquoi pas aller dans d'autres pays et gérer les choses à distance. Mais attention à l'opportunité d'être dans un autre pays. C'est comme en France. En l'occurrence, moi j'ai des investissements dans le sud, il me faut 5 heures pour y aller. À côté de Perpignan, etc. Ne serait-ce que d'aller à côté de Perpignan en 5 heures, il faut que j'ai une journée là-bas, etc. C'est un enfer si j'ai des choses à gérer. Il y a des moments sur certains deals, vous serez obligé d'aller sur place et de gérer les choses vous-même sur place pour vraiment comprendre ce qui se passe concrètement. Et du coup, si vous vous retrouvez à devoir aller à Valence en Espagne,
Je ne sais pas combien le billet d'avion, mais je présume que l'aller-retour en mode vraiment pas cher, c'est du 150 €. En mode last minute, ça va être du 400 balles l'aller-retour. Bonne chance, pareil pour l'Italie. Attention aussi à l'enjeu des cultures et des langues. L'enjeu culturel, c'est très important, ce qui fait que des projets vont sortir chez vous. Ça va être de votre faculté à communiquer avec des personnes, à gérer de l'énergie chez ces personnes, de l'envie pour que votre projet se passe bien et pour bien clarifier et communiquer sur ce que vous voulez exactement. En fonction, c'est déjà compliqué quand vous êtes dans votre propre pays, quand vous maîtrisez les codes culturels, que vous savez échanger dans la même langue qui est votre langue maternelle. Quand vous allez en Espagne, en Italie, où il y a de fortes chances, ça dépend si vous parlez espagnol ou pas, mais que vous communiquiez en anglais finalement à un moment, attention à tous ces éléments-là. Donc indirectement, moi j'encouragerais principalement à se focaliser sur la France. On peut faire, quand vous savez le faire, si vous ne savez pas, venez apprendre. Zéro cash dans des opérations en France, vous venez dans mon coaching, vous apprenez à faire ça, multiplier les deals en France et avoir plus de cash et pourquoi pas après aller vers l'étranger. Moi je m'intéresse aujourd'hui à l'étranger, donc sur des opérations à Dubaï et des opérations en Géorgie, je le fais maintenant une fois que j'ai pas mal de cash et que j'ai ma machine qui tourne. Votre objectif c'est pas de faire un deal qui va vous rapporter 10 000 balles, votre objectif c'est de faire un deal qui va rapporter 1 000 balles par mois et d'en faire 10 pour avoir 10 000 € par mois, ça c'est votre véritable objectif. Il faut faire attention sur cette notion d'apport pour les pays étrangers. J'ai fait des petits calculs. Disons que vous achetez un appartement dans les 200 000 € qui va vous faire du 6 000 € de cash flow à l'année. Si vous mettez 10% d'apport, vous allez avoir un TRI, c'est-à-dire que cet investissement-là va vous rapporter sur le papier, attention, 30% par an. Attention, ça reste de l'immobilier, donc il y a souvent des couacs et des choses à ajuster. Si vous mettez du 20% d'apport, vous allez vous retrouver à faire du 18% par an. Attention, 18% par an, parce qu'en réalité, avec les petits couacs que vous risquez d'avoir, vous risquez de perdre 1, 2, voire 8%. Donc on se rapproche grandement de la bourse. Et si vous mettez du 40% d'apport, donc avec les travaux, etc., vous vous retrouvez à faire du 13% par an. Ne faites pas de l'IMO pour du 13% par an. Attention à cet IMO à 13% par an, ça vous génère trop d'emmerdes par rapport à ce que ça vous rapporte. Dans ce cas-là, faites purement de la bourse. Si vous faites de l'IMO, c'est pour qu'on aille viser du 30, voire du 100% par an. Moi, ce qui m'intéresse en IMO, c'est de faire du 100% par an sur mon cash investi dans l'immobilier. On est parti là-dessus. Autre élément, Mehdi, est-ce que tu as des tips pour les ressortissants à l'étranger, des contacts banques qui pourraient aider, faciliter? Effectivement, c'est toujours la même chose. Lorsque vous allez faire une opération immobilière, que ce soit sur le financement, que ce soit sur les travaux, etc., plus vous avez de contacts de gens qui savent faire de qualité, plus ça va vous faire économiser du temps. Lorsqu'on ne sait pas, il y a des moments où on est obligé de faire ça, on contacte. Donc là, par exemple, je suis en train de faire ça pour une reprise d'une boîte de formation qui est un petit peu plus complexe que prévu. Du coup, je me retrouve à contacter des personnes que je ne connais pas. Donc, je me retrouve à faire le secteur, donc des personnes qui ne connaissent pas, etc., où ça peut être un peu complexe, donc ça prend du temps, on me demande plein d'éléments, etc. C'est pareil, vous, quand vous êtes expat. On a fait des superbes opérations en expat et je pensais vraiment pas les sortir. Là, je pense à Mehdi. Je pense, oui, à Mehdi aussi d'ailleurs, à Mehdi qui a sorti un deal dans le sud de la France où on a 5% d'apport sur un deal en Airbnb, c'est pour vous dire, avec une maison et avec des studios, donc avec un deal conséquent. Donc on a réussi à sortir ce deal-là. Battez-vous, allez-y. On a des contacts dans certains cas, on a forcément des gens qui vont vous prêter, mais attention aux conditions aussi. Il y a des banques qui vous prêtent, mais à 1%, 2% au-dessus des taux du marché. Donc vous arrivez dans du 5% aujourd'hui. Moi, personnellement, à moins... En fait, je ferai ce truc-là seulement si je n'ai pas d'autre solution et que j'ai envie de sortir le deal. Donc oui, je le ferai. Mais hors ce cas-là, on a de quoi vous faire avancer là-dessus. Eric, faut-il privilégier des investissements locatifs ou bien faire des achats-reventes ou bien combiner les deux stratégies? Alors, la grosse différence entre les deux, c'est que votre achat-revente, vous allez devoir... Alors, il y a des gros avantages. Vous achetez quelque chose, vous le revendez, vous ressortez. Normalement, vous n'avez plus de problème. Attention quand même à vos assurances. Ça dépend comment vous le faites. L'achat-revente, on peut tricher dans un premier temps en achetant une résidence principale, en la revendant. Et en fait, là, vous le faites en particulier. Vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, vous pouvez faire ça une fois tous les 3 ans, quoi. À la limite, vous pouvez faire un truc comme ça. Faut vérifier, parce que d'un point de vue fiscal, là, c'est l'État qui peut venir sur vous. Et vous pouvez être requalifié en tant que marchand de biens. Donc attention, d'un point de vue fiscal, c'est important. Et d'un point de vue assurantiel pour vous, ça peut être important. Après, les opérations d'achat-revente, c'est pas mal si vous savez les faire. Donc, ça vous permet de faire une opération. Une opération, ça peut être soit instantané, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose, vous le revendez tout de suite. Donc ça, moi, je peux en faire. Vous pouvez toucher du 10 à 50 000 € sur des opérations comme ça. Il faut bien savoir comment ça marche, bien savoir votre marché et pas vous mettre dans des situations complexes. Ça, c'est des flips. Et sinon, deuxième élément, vous pouvez acheter des biens, les retransformer pour les revaloriser. J'ai fait un podcast avec Sonia qui fait ça à Paris. Ça peut bien marcher, mais attention à ne pas vous retrouver stuck. C'est-à-dire qu'à un moment, vous risquez de vous retrouver avec des
des appartements à mettre en location en cash flow négatif et potentiellement devoir attendre assez longtemps avant de devoir les revendre. Autre élément, ça vous permet de faire du cash et d'avancer. Attention à cet enjeu où vous allez être persuadé d'être vraiment bon aussi, je vous le souhaite, sauf qu'on se trompe tous, donc attention à votre risque. Si vous voulez vous assurer de continuer à augmenter d'un point de vue financier, ne faites pas du gamble à 100% de votre plus-value, de toutes vos plus-values et de votre patrimoine généré avant. C'est ce qui fait chuter, je n'ai pas les stats, mais un grand nombre de marchands. C'est comme moi, je suis retourné au casino. J'avais une pote qui voulait aller au casino, elle adore ça. Moi, lorsque je vais au casino, je mets un montant, je mets tout sur le noir à la roulette. Si ça passe et que ça double, je suis content, je reparie le double et je vois jusqu'à ce que je perde. Mais sinon, vous avez 50% de chance de perdre. Quand vous faites de l'achat-revente, il y a beaucoup de gars qui font du marchand de biens qui finalement se grillent et en fait perdent toutes les sommes. Donc ça peut être 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions de ce qu'ils ont réalisé à l'époque parce qu'il y a l'opération de trop qui vous fait chavirer un petit peu comme la roulette, ce dont je vous parlais. Donc en tout cas, l'achat-revente, ça peut être pas mal. Combiner les deux stratégies, je pense que c'est très bien. À mon avis, quand vous commencez, ça peut être vraiment bien de commencer par des opérations d'investissement locatif, simplement parce que c'est plus simple pour moi et si vous comprenez bien comment marche le locatif, ça vous permet de mettre un pied une marge qui est plus basse que l'achat-revente finalement lorsque vous faites une opération. Après, ça dépend d'où vous en êtes, ça dépend de votre capacité à gérer les enjeux. Appelez-nous aussi, faites un call avec Martin et on voit ce qui est le mieux pour vous. Donc, ça dépend vraiment de vous personnellement. Je pense que pour la majeure partie des personnes qui écoutent ce podcast, finalement, le locatif tel qu'on fait, c'est très bien. On achète généralement au prix le plus bas du marché. Donc, même si on revend les opérations, attention, il y a des frais intermédiaires. On fait quand même une petite plus-value, mais ça ne correspond pas réellement à de l'achat-revente. Autre élément de MG. Plus l'invest est conséquent, plus le rendement sera élevé. Donc ça, c'est ce qu'on peut se dire dans l'IMO. C'est est-ce que si je mets des montants plus gros, plus je vais gagner de l'argent. Alors, le rendement pour tout le monde, on va parler dans un premier temps de rendement brut et après de rendement net. Le rendement brut, c'est vous achetez quelque chose, par exemple 150 000 €, vous faites 10% de rendement brut, c'est-à-dire que vous allez le louer pour 15 000 € l'année. Et là, la logique voudrait que si on achète par exemple un truc à 1,5 million, est-ce que je ne serais pas à par exemple du 15% de rendement brut? Donc 15% x 1,5 million, ça fait du 222 000 € l'année ou du 150 000 si j'étais à 10% de rendement brut. La réalité n'est pas exactement celle-ci. En fait, moi, mon retour d'expérience, il faut se demander pourquoi le rendement serait supérieur. Il y a une des choses qui fait que le rendement est supérieur, c'est simplement par rapport au nombre d'acheteurs et votre négociation quand vous allez acheter un bien. Plus vous allez acheter un bien cher, moins vous allez avoir normalement de compétition et du coup plus vous allez pouvoir négocier, ce qui fait que vous allez avoir un prix au mètre carré inférieur. Et si vous achetez par exemple un immeuble qui a 10 appartements, 10 studios, vous allez pouvoir acheter des studios à 700 € du mètre carré à la place de les acheter à 1200 si vous achetez qu'un seul studio. C'est exactement la même chose quand vous allez acheter à votre supermarché où en fait on vous vend au détail, où on vous vend au gros. Donc si vous achetez au gros, normalement ça marche mieux. Un autre élément qu'il faut retenir en tête, surtout quand vous faites vos opérations, et là ça peut vous guider pour ceux qui veulent faire de l'immobilier et de l'immeuble de rapport, 150 000 €, vous avez plein de gens qui peuvent emprunter 150 000 €. Du coup, si vous voulez acheter un immeuble ou un appartement à 150 000 €, il y aura un combat des prix parce que tout le monde peut acheter 150 000 €. Je dis tout le monde, c'est pas le cas, mais on se comprend. 250 000 €, vous avez encore beaucoup de monde qui peuvent faire ce type d'acquisition-là. 350 000 €, il y a beaucoup moins de monde. Donc là, moi, j'aimerais bien avoir, il faudrait que j'ai le volume de transactions par rapport au prix et qu'on évite, qu'on enlève Paris, par exemple, ou les grandes villes, mais 350 000, beaucoup moins de monde. 500 000 €, beaucoup moins de monde. Je pense qu'il y a un facteur 2, je pense qu'on divise par 2. Je pense que là, si, comme ça, c'est par intuition, on aurait 100% à 150 000 €, on aurait 50% à 250, on aurait 25% à 350 000 €, 12% à 500 000 €, 6% à 700 000 et 3% à 1,5 million. Donc vous voyez, plus vous allez aller loin, moins il y aura d'acheteurs. Moins il y a d'acheteurs, plus vous pouvez négocier. Ça, c'est une réalité. Par exemple, moi, je suis, pourquoi pas à Poitiers. J'ai un immeuble à 700 000 €, très bonne ville d'ailleurs pour faire des investissements. Des immeubles à 700 000 €, très bien, à côté de Sciences Po Paris, qui est à Poitiers, où il y a des étudiants étrangers et beaucoup d'étudiantes étrangères. Donc c'est, moi, je trouve très bien pour louer les appartements, pour le coup. Que ce soit des gens à Sciences Po sélection, que ce soit des filles sélection et que ce soit étrangers sélection aussi. Donc en tout cas, moi, triple sélection, je dirais triangle d'or pour faire ça. Donc là-dessus, l'immeuble de rapport,
Vous allez sur à Poitiers, un immeuble à 700 000 euros, 1,5 million, il n'y aura quasiment personne pour les acheter. Donc là, vous pouvez faire des grosses négos et vous pouvez avoir un prix au mètre carré inférieur. Donc si vous avez un prix au mètre carré inférieur, potentiellement, ça va augmenter votre rendement. Oui, ça peut être vrai. J'ai une autre vision par rapport à MG. Il y a des actifs qui se louent particulièrement bien. Il y a en fonction des villes. Donc là, moi, j'avais refait, alors ça évolue dans le temps, je l'avais refait sur Roubaix, une ville que j'aime bien aussi pour investir. Roubaix, à un moment, les chambres de colocation se louaient très bien, donc il fallait acheter plutôt des appartements, des maisons pour faire des colocations. Donc c'était bien. Là, aujourd'hui, les colocations, c'est beaucoup plus en crise. Il y a beaucoup moins de demandes. Ce qui est demandé, c'est plutôt des appartements de 1 pièce jusqu'à des 3, 4 pièces. Du coup, vous allez pouvoir repérer que dans certaines zones, il y a des manques de 5 pièces, par exemple. Et si vous êtes bon sur des 5 pièces, donc là, les 5 pièces, je pense, dans le nord de Paris, juste à côté de l'Oise, j'ai fait des opérations dans toute une résidence, on a acheté plein d'apparts, où en fait, on est sur du cash flow neutre, mais où des familles vont rester 7 ans dans les apparts. Ça peut être une de vos stratégies aussi. Ce truc-là, moi, je trouve ça plutôt tenable et plutôt viable dans le temps. En l'occurrence, acheter un appartement de 5 pièces, ça marche. Acheter un appartement de 3 pièces, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il vous faudra, c'est les 5 pièces. Donc, si vous savez que c'est 5 pièces qui marchent, le 5 pièces, vous allez pouvoir faire du 12% de rendement. Le 3 pièces, vous allez tomber à du 7% de rendement parce que ce ne sera pas pareil. Il y en a plus sur le marché, ça se loue moins, etc. Donc, il y a 2 biais. Factuellement, normalement, sur des gros montants, mais attention, c'est plus conséquent. Il faut que ce soit des montants comme ceux dont je vous ai parlé. Donc, il faut que ce soit vraiment des gros montants pour que ça marche. Vous pouvez faire des négociations pour que ça marche mieux, oui. De l'autre côté, attention, il y a des types d'actifs qui marchent très bien par rapport à des zones. Il faut se focaliser sur ces types d'actifs ici. Simon, c'est une question d'agence bancaire et pas de banque généralement, mon expérience pour pouvoir faire des emprunts. Alors, c'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs niveaux pour comprendre si une banque va bien vous accompagner dans une opération. Le niveau, il y a un niveau macro déjà qui est minime, mais en fait, c'est les stratégies des banques et elles sont revues à chaque quarter, donc il y a des montants de dettes à distribuer. Si une banque comme le Crédit Agricole de votre région a déjà octroyé une grande partie des emprunts qu'ils étaient censés octroyer, là, ça va grandement freiner pour vous, ce sera plus compliqué. Après, vous allez descendre jusqu'au directeur d'agence et aussi au risque. Il y a des banques avec des directeurs d'agence qui ne sont pas en capacité de gérer, par exemple, des achats immobiliers avec des entreprises, donc des SCI. Et du coup, eux, ils vont bloquer, ils vont vous voir, ils vont tout de suite vous demander, vous allez les voir, un BP validé par un expert comptable pour acheter un immeuble à 300 000 balles. Si vous avez ça comme contact en face de vous, vérifiez concrètement si la personne n'essaye pas plus de vous mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose, parce que sinon, normalement, il n'y a pas besoin de ça lorsqu'on fait des acquisitions SCI à l'IS là-dessus. Autre élément, il y a des directeurs d'agence qui vont apprécier votre profil, qui auront des délégations bancaires qui vont pouvoir signer du 150 000, 500 000 euros, voire 1 million d'euros sans passer par le département des risques. Ça peut arriver, c'est de moins en moins le cas. Et ces personnes-là, si elles apprécient votre profil et votre projet, donc ça marche très bien. Par exemple, si vous êtes dans des villages, dans des petites villes où vous connaissez le directeur de l'agence, il sait que vous êtes quelqu'un d'influent et d'important pour l'écosystème et que vous allez soutenir, que vous allez faire des bons boulots, vous avez une bonne réputation. Là, assez souvent, ça vous suit. Et même avec 2 000 euros de salaire à deux, si vous êtes en couple, donc 2 fois 2 000, donc 4 000 à deux, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1 million de dettes et ça se passe tout à fait bien. Après, vous allez avoir d'autres limites par la suite. Eric, est-il possible de financer son premier investissement locatif sans apport ? 100%. Là, vous avez plein de mécanismes aujourd'hui qui existent, qui sont créés justement pour financer votre investissement locatif sans apport. C'est plus dur qu'avant ou c'est différent, du moins il faut savoir le faire. Donc en tout cas, si vous voulez apprendre à faire ça, rien que ça vaut excessivement beaucoup d'argent, surtout quand vous calculez ce que vous allez économiser. On se rappelle toujours, l'investissement locatif, on veut mettre 0 cash. Plus vous mettez de cash dans votre investissement locatif, plus en fait ce que vous allez gagner avec votre investissement locatif sera bas. Pourquoi ? On se rappelle tout à l'heure les calculs dont je vous ai parlé. Si on met par exemple du 10% d'apport dans un investissement qui est très rentable, ça vous fera du 30% par an sur le cash que vous avez mis. Donc par exemple, vous mettez 20 000 euros, ça va vous faire la première année, vous allez gagner 30%, donc 6 000 euros si je ne me trompe pas, sur votre investissement locatif. Si vous mettez du 20% d'apport, vous allez gagner 18. Si vous mettez du 40, vous allez gagner du 13. Donc attention, il faut mettre le moins d'apport possible. J'ai du cash, Olivier, j'ai du cash à identifier plusieurs biens avec un cash flow de 1 000 euros par mois. Et bien c'est super, Olivier. Si vous êtes en faculté de trouver des opportunités avec du cash et du cash flow, je vous encourage quand même de nous contacter, de prendre le programme. Pourquoi ? Parce que moi, je vous ai aidé à structurer tout ça. Il y a une question de structure qui sera importante pour vous. Si vous êtes en faculté, donc si vous maîtrisez déjà la première compétence qui est de trouver plusieurs biens avec du cash flow, vous avez plein de façons de faire fructifier ça.
Et déjà, il faut savoir comment lever assez de dettes pour que ça puisse bien fonctionner. Et puis après, il faut savoir comment s'organiser pour que ça marche bien, que vous puissiez multiplier les deals. Donc venez dans le programme de coaching, je vous apprends tout ça. Vous allez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et après, vous pouvez fonctionner avec moi en apport d'affaires. Donc je fais des apports d'affaires où je repropose des deals, on vérifie qu'ils sont bien validés et on les propose à les personnes qui ont plus de mal sur trouver des deals avec du 1000 euros de cash flow par mois. Donc Olivier, si tu m'entends, je t'encourage à venir. Olivier, faut-il créer une holding dès le début ? Alors, ta holding, Olivier, il faut juste, avant de créer une holding, alors ça dépend d'où vous en êtes. En fait, ça dépend de plein de choses. Déjà, si vous êtes freelance, indirectement, votre activité de freelance, vous pouvez créer une entreprise. Ça dépend de comment vous les rémunérez, comment vous fonctionnez. Ça dépend en fait de où vous allez aller. Assez vite en échangeant, moi je vais pouvoir vous dire où vous allez aller par rapport à ce que je ressens, par rapport à là où vous en êtes et par rapport au blocage que vous devez lever pour passer à l'étape d'après. En fonction de ça, donc en directement une entreprise qui peut être une holding, qui peut être votre activité, votre entreprise de début. Déjà, si vous créez une entreprise en tant que freelance, pensez à faire quand même des statuts de holding, ça vous aidera. C'est pas ce qu'il y a de plus parfait, mais en tout cas, c'est assez simple. Je vous partage aussi pour regarder mes holdings, regarder les statuts. Quand vous avez cette holding, quand vous allez faire de l'immobilier, tout dépend de votre stratégie, de là où on va aller. Donc là, je vous encourage encore une fois à m'appeler. On fait votre strat, ça dépend de pas mal de choses, de comment vous levez de la dette, de qui va lever de la dette, de ce qu'on va faire comme opération, de comment on va les multiplier, etc. Virginie, est-ce qu'il y a une date limite pour intégrer le coaching ? Alors, je vous encourage, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, à rejoindre le coaching tout de suite. Il était à 3 000 euros l'année dernière, le mois dernier. Maintenant, il est à 4 000 euros. Donc, venez, c'est imbattable. Vous pouvez regarder sur le marché. Les coachings équivalents sont de l'ordre de 10 000 euros que je vois, en fait, même chez des amis qui font des programmes de coaching. Donc là, vous êtes vraiment dans un truc où vous avez rapport qualité-prix astronomique en termes de prix et aussi en termes de valeur ajoutée. Vous ressortez de là, franchement, très vite, on fait un premier call dès que vous rejoignez le coaching. On est parti et en 2 semaines, pour les plus costauds d'entre vous, vous avez déjà des deals qui sont signés et c'est parti. Il faut vraiment vous dire que je vous dis à ta place Virginie, voilà la strat, voilà. Alors je vais demander qu'est-ce que tu veux, combien tu veux gagner, voilà qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opération, voilà les types d'opérations que tu peux faire, voilà ton endettement, voilà comment on structure ça, voilà les banques avec qui tu peux bosser, voilà comment les banques vont t'analyser et après, ok, est-ce que cette zone ça te va ? Donc je propose 3-4 zones, oui, et tout de suite en live, je trouve des opérations qui sont rentables et après, Virginie, est-ce que tu peux visiter ce jeudi ? Go, c'est parti. Je suis propriétaire, mais je compte bouger en Martinique et faire de l'investissement. Est-ce que tu aurais des conseils ? Ouais, Rudy. Donc, indirectement, moi, ce que je te conseille, c'est à chaque fois, il faut profiter de la zone où tu es, de la situation dans laquelle tu es. Donc, par exemple, ce que je veux dire, moi, à des moments, j'ai été salarié, j'ai profité d'être salarié pour m'endetter. À des moments, j'ai été freelance, j'ai profité des situations pour être freelance pour m'endetter. À des moments, j'étais dans d'autres pays, j'ai profité pour faire des opérations, comme quand j'étais au Kenya. Dès que vous êtes à un endroit, il faut maximiser ce que vous allez faire. Donc, Rudy, avant de partir, moi, je t'encouragerais de faire des opérations ici, de t'endetter, de faire des deals. Et après, sur la Martinique, oui. En Martinique, j'ai regardé pas mal d'entreprises à reprendre, principalement des conciergeries Airbnb. Donc ça, je vous accompagne aussi à reprendre des boîtes. C'est dans l'idée le même système que dans l'immobilier. Donc, n'hésite pas, Rudy, là-dessus. MG, merci pour l'explication, Victor. La règle des 1 300 euros par mètre carré pour les immeubles de rapport, travaux inclus, exclus, ça va être dur de trouver en Ile-de-France. Alors, pour tout le monde, j'ai 3 règles qui vous permettent de vous guider sur l'investissement locatif. Première règle, si vous voulez faire de l'immeuble de rapport et louer des appartements en nu, c'est-à-dire juste avec des emplacements cuisine, il ne faut pas que ça dépasse 1 300 euros par mètre carré. Pourquoi ? Si vous déplacez 1 300 euros par mètre carré, il va falloir des loyers très conséquents pour que vous puissiez avoir des immeubles rentables. Et en gros, moi, la plupart des immeubles dont j'ai fait l'acquisition et qui sont vraiment rentables sont grand maximum à 1 300 euros, tout compris du mètre carré. Effectivement, en Ile-de-France, c'est un peu compliqué d'en trouver. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle Meilleurs Agents. Il y a une carte qui va vous permettre de voir les prix par rapport aux localisations. Du coup, sur l'Île-de-France, vous allez rendre compte qu'il y a très peu d'endroits où ça passe pour les 1 300 euros du mètre carré. Donc, il faut s'éloigner un petit peu. Vous avez l'Oise au-dessus, vous avez la Bourgogne. Vous avez plein d'endroits où, en fait, ça marche un petit peu plus loin. Il faut juste s'éloigner un petit peu plus. Pierre, du coup, est-ce que tu investirais sur Poitiers ? Oui, j'investirais sur Poitiers, clairement. Eric, à partir de quel moment tu es passé d'achat d'appartement à celui d'immeuble ? Avant d'acheter mon premier immeuble, j'avais acheté 2 appartements à Paris. Je n'avais pas encore compris
comment calculer réellement des cash flows, c'était suite à des rencontres que je me suis dit, OK, il faut passer à l'immeuble. Et j'ai rencontré un couple qui avait investi à 3. En fait, ils travaillaient dans mes équipes à l'époque. J'avais des grosses équipes. Et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse la même chose. Bon, ce couple, malheureusement, son immeuble a brûlé. Ils ont arrêté. Ils sont passés à autre chose. Mais en tout cas, moi, ça m'a lancé dans les immeubles. Et j'ai pu faire des vrais calculs de rentabilité, acheter des vrais biens et faire mes premières expériences. Alors, je ne referai pas cet achat à 3 si c'était à refaire aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, la ville de Troyes, je vous déconseille d'aller dessus parce que c'est pas rentable pour le moment. Il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus rentables. Donc en tout cas, j'ai fait 2 apparts avant de faire des immeubles. Aujourd'hui, si je recommençais de zéro, je pense que je ferais une stratégie pure colocation, grosso modo aujourd'hui, plus que immeuble. Je me focaliserais sur un type d'investissement et j'en ferais beaucoup. Et j'en ferais vraiment beaucoup. Olivier, quel âge limite pour emprunter ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge limite pour emprunter, c'est juste des questions d'assurance, mais jusqu'à 65 ans, en tout cas, vous pouvez vous chauffer, vous pouvez venir avec moi, on peut faire des deals. Et surtout, si vous avez des enfants, il y a de plus en plus d'entre vous qui conseillent mon podcast à leurs fils, à leurs filles, alors c'est plutôt des fils en l'occurrence, qui m'envoient des messages. N'hésitez pas à partager très tôt ce podcast à vos enfants. Peut-être que c'est vos enfants qui vous apporteront aussi l'énergie de faire des deals. Par exemple, lorsque j'ai fait ma première opération à Paris, et que j'ai voulu créer une entreprise pour que mon père porte la dette avec l'usufruit à nue propriété. J'ai fait un autre épisode de podcast là-dessus, vous pouvez l'écouter. Lui, en fait, il a vu l'énergie, il m'a dit, écoute Victor, je te soutiens parce que vu l'énergie que tu mets, tu vas être successful, tu vas y arriver. Donc en tout cas, vas-y. Lui, c'était pas dans son centre d'intérêt à ce moment-là. Donc en tout cas, vos enfants peuvent vous apporter ça aussi. Ils peuvent vous apporter l'énergie d'avancer, vous pouvez les guider, les cadrer, ça va leur permettre de progresser et franchement, ça va leur permettre d'avoir une vie différente. Pierre, colocation sur Poitiers, ça marcherait ? Je pense que oui, c'est à tester. Donc à chaque fois que je vous parle de choses, de toute façon, moi je revalide à chaque fois ce que je dis. C'est-à-dire que même si j'ai fait beaucoup de colocations en Ile-de-France, dans le Sud, etc., Marseille, machin, je revérifie à chaque fois l'état du marché. Pourquoi ? Parce que le marché peut bouger. Donc en fonction de l'évolution du marché, on va plus ou moins se positionner. Donc lorsque vous voulez vous assurez qu'un type de location fonctionne, vous me faites des fausses annonces sur Le Bon Coin, carte des colocs, etc. Vous faites une fausse annonce pour vous assurer du nombre de demandes que vous avez et la règle que moi j'applique, c'est au moins 4 demandes par semaine. Il vous faut 4 demandes par semaine pour avoir 0 de vacances locatives. Si vous en avez moins, c'est pas trop grave, mais attention à votre vacances locatives et aussi validez bien les dossiers que vous avez. Rémi, bonsoir, combien fais-tu de cash flow en moyenne sur tes immeubles de rapport ? J'ai trouvé un immeuble de rapport, 2100 € du mètre carré, qui marche bien en Airbnb, mais seulement 200 en meublé longue durée. Alors, moi, mon enjeu là-dessus, j'ai une règle que j'essaie de respecter, qui est une règle assez agressive, mais je vous encourage à respecter. Je veux avoir 300 € de cash flow pour 100 000 € d'investissement. Ça, c'est ma target. Donc, si j'ai un immeuble à 100 000 €, je veux 300 € de cash flow. Si 200 000, 600, 400 000, 1200, 800 000, 2004, 1 million 6, 4 008, 6 millions 4, 19 200. Et mon objectif, ça c'est mon cash flow en exploitation classique. Alors c'est soit en colocation, soit en location nue, soit en location meublée. En tout cas, si je passe sur du Airbnb, vu les emmerdes que ça va me générer, franchement, et vu la pression supplémentaire, donc d'avoir des risques de notes, les locataires, etc., je vais vouloir avoir 2 ou 3 fois plus de cash flow. Ça, c'est vraiment ma target. Donc, en location courte durée pour 100 000, je veux du 600 à 900. Pour du 200 000, je veux du 1008, etc., etc. Quand vous faites de la location courte durée, ce n'est pas pour faire passer un bien, c'est pour réellement gagner plus. Donc assurez-vous déjà que c'est rentable en termes de cash flow classique et après que vous soyez en capacité de faire beaucoup plus avec la location courte durée. Bonsoir Victor, est-ce possible de prendre le coaching quand on est étranger ? Oui, c'est tout à fait possible. Donc j'ai pas mal de personnes qui sont... donc j'ai des Brésiliennes qui sont dans le programme, qui bossent en tant que journalistes. J'ai des personnes d'Afrique qui prennent le programme, des personnes d'Asie qui prennent le programme. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vous encourage à le faire, surtout si vous êtes étranger. Alors bon, ça dépend, il faut voir si vous parlez français ou pas. D'ailleurs, il y a des couples, par exemple en ce moment, il y a Claire qui est néerlandaise, elle est venue avec son copain qui est français, ils habitent juste à côté de chez moi, dans le 5e à Paris. Ils me voient tous les jours à vélo là, et du coup c'est pour ça qu'ils ont pris mon programme. On a fait une superbe opération avec eux. Je peux vous faire les programmes de coaching en anglais. Assurez-vous aussi quand vous investissez à l'étranger d'avoir quelqu'un de local pour faire les deals et bien vous expliquer comment ça marche et éviter tous les pièges. Attention, dans le business, il y a une façon de voir le business qui est de vous faire payer par rapport à votre tête et aussi de vous dire, si le mec accepte de me payer 10 000 balles alors que c'est que ça vaut 10 000 balles et que ça ne vaut pas 1 000 €. Ça, c'est un peu la version du business. Donc attention, protégez-vous largement là-dessus.
Question, si on a investi en SCI, y a-t-il intérêt à acheter sa résidence principale à travers de sa SCI? Alors, l'achat de sa résidence principale à travers de sa SCI, alors dans beaucoup de cas, il y a du pour et du contre. Pour la majorité d'entre vous, il n'y aura pas trop d'intérêt d'acheter sa résidence principale dans une SCI. Pourquoi? Parce que la résidence principale a deux intérêts principaux. Le premier, c'est pouvoir avoir un financement sur 25 ans et des taux qui sont très intéressants et même un peu de flexibilité sur son taux d'endettement. Si on a 35, on peut augmenter un peu, etc. Et ça facilite les dossiers bancaires. Deuxième élément, la SCI, lorsque vous allez revendre, disons que vous faites une plus-value, vous avez acheté votre appartement pour 100 000 euros, vous le revendez 200 000, vous avez zéro impôt de plus-value. Quand vous achetez en SCI, la problématique, c'est que vous allez rester locataire. Il va falloir louer à votre SCI votre appartement et généralement, vous allez devoir louer plus cher votre SCI. Ça va faire une friction d'impôts. Vous allez payer des impôts sur les loyers que vous payez à vous-même. Donc, il y a ce truc-là. Deuxième élément, c'est beaucoup plus compliqué à financer lorsque vous achetez avec une SCI que vous achetez simplement à titre propre. Et enfin, lorsque vous allez céder votre bien, disons que c'est une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, vous avez acheté un bien 100 000 euros, vous pouvez l'amortir, donc il y a 80 000 euros de votre bien que vous allez pouvoir passer en charge, donc vous allez payer moins d'impôts pendant une vingtaine, 25 ans, mais si vous revendez au bout de 25 ans, votre plus-value sera calculée à partir, vu que vous avez amorti 80 000 euros, sur 20 000 euros. Donc vous allez, par exemple, revendre le bien 100 000 euros et vous allez avoir 80 000 euros de plus-value. Et là, il va falloir payer des impôts dessus dans la SCI. Il y a toujours des techniques pour éviter ça, mais ça reste quand même complexe. Et les impôts vont bien sûr venir chez vous parce qu'ils sont courants que les moments où il y a beaucoup d'argent, c'est lorsqu'il y a des ventes qui sont effectuées. Donc, sur cette partie-là de SCI, il y a quand même une structuration qui permet d'aller chercher beaucoup de dettes en fonctionnant et en achetant des résidences principales à travers de la SCI. Donc, en gros, si vous pensez très fortement mettre votre appartement en location et que vous ne voulez pas aller dans le régime LMNP qui est quand même intéressant, oui, ça peut valoir le coup d'acheter en SCI. Si vous voulez faire transiter vos biens, c'est-à-dire vous avez un bien, vous voulez le revendre à une holding, vous voulez vous structurer en holding à la fin, oui, ça peut valoir le coup d'acheter en SCI. Et c'est principalement ça. En tout cas, venez, il y a plein de techniques qu'on peut voir ensemble qui sont un petit peu qui sont à comprendre. Alors, MG, peux-tu nous redire en quelques mots comment se déroule le coaching? Sur combien de temps, par exemple, tu accompagnes combien de personnes à l'instant T? Alors, le programme de coaching, c'est 10 personnes. On commence, vous êtes dans un groupe de 10 personnes. Il y a une phase intensive de 4 mois. Déjà, dès que vous rejoignez le programme. Pour le rejoindre, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le lien en dessous. Vous cliquez pour prendre un rendez-vous avec Martin. Martin était à votre place il y a 5 ans. Il a rejoint le programme et en 6 mois, on a fait 2500 euros de cash flow, principalement avec des immeubles. Martin, on a fait une stratégie immeuble avec lui dans le sud de la France. Vous pouvez faire un call avec lui, vous allez voir, il est très smart, il va comprendre votre situation, il va pouvoir vous donner des feedbacks, vous dire si le programme il est pour vous et répondre à vos questions. Vous rejoignez le programme, la première semaine, on fait un call stratégie. Call stratégie, déjà, on a 5 points à voir ensemble. Le premier point, c'est de la communication entre nous pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Deuxième point, c'est votre objectif. Combien tu veux gagner avec de l'IMO? Et à partir de combien tu veux gagner avec de l'IMO, je vais te dire, voilà, combien de deals on doit choper. Troisièmement, l'endettement. Je te montre par rapport à ton cas, toutes tes capacités d'endettement, que ce soit toi seul, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis, en association. Je te montre tous les systèmes pour que tu puisses atteindre ton objectif d'endettement. Ça, c'est l'endettement classique et la stratégie d'endettement, tout ce système-là. Et le 5e point, c'est je source en live directement un deal pour toi. Donc, je te propose différents types de deals et je les source en live. Je te montre comment je fais pour trouver des deals, comment je fais pour calculer les cash flows, comment je modélise les travaux, etc. On fait tout ça en live pendant le premier call. Semaine 1, c'est ça. Semaine 2, tu fais des visites. 1 à 7 visites et tout de suite, tu shootes des offres. C'est parti et on voit si tu chopes des deals ou pas. Et sinon, surtout, on détermine, comme quand on fait de la programmation, on détermine les points bloquants. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que les deals n'ont pas été visités, etc., etc. Et on voit par rapport à toi, quels sont tes besoins, quelles sont les problématiques, comment on peut lever ces problématiques par rapport à ta situation particulière. Certains d'entre vous, ils auront besoin de répéter le principe pour mieux avoir des acquisitions de compétences. Et pendant ces 4 mois, on va répéter les exercices jusqu'à ce que ça fonctionne à votre rythme. Et pour d'autres personnes, en 2 semaines, c'est plié, le deal, il est sorti et ça avance. En semaine 3, il y a 30 à 50% des gens qui ont fait leur investissement et les autres continuent finalement à répéter le système. Donc on se réunit une fois par semaine. Vous avez un call de groupe pendant ces 4 premiers mois avec votre groupe et c'est très sympa.
Vous avez un binôme aussi dans le groupe pour pouvoir avancer. Et ça cartonne. Vous avez une personne qui répond tout le temps en fait à vos réponses et qui anime ces groupes. Vous faites le call strat avec moi. Et en plus de ça, il y a des office hours, donc sur des sujets particuliers. Donc ceux d'entre vous qui sont un peu plus hardcore, qui veulent faire vraiment beaucoup de deals, vous avez office hour avec moi. Je suis disponible. Je réponds à vos questions. Comment ça fonctionne et combien de temps ça prend ? Moi, je vous encourage fortement quand vous choisissez de faire ce type de programme. Ça dépend en fait de votre personnalité. Par exemple, moi, je suis un gars assez intensif. J'ai besoin de régler les choses de façon rapide et forte rapidement. Donc, par exemple, pour passer mon permis, j'ai pris 2 semaines une semaine pour passer le code. Donc j'étais, en l'occurrence, c'est ce que j'avais fait à l'époque. J'avais pris une semaine pour passer le code. Donc j'avais fait une semaine de cours, j'avais passé le code, je l'avais eu. Et là, la dernière fois, le code a changé depuis, donc ça c'est plus simple aujourd'hui. Donc j'ai juste pris le code et je l'avais fait comme ça. Et après, j'avais pris 2 semaines de conduite. Donc j'avais fait 2 semaines de conduite intensive, je crois, ou une semaine ou 2 semaines. Ouais, c'est 10 jours, je crois. Presque 2 semaines de conduite. Et après, j'ai passé le code directement. J'ai passé le permis directement que j'ai eu. Comme ça, j'avais réglé mon problème. Moi, je vous encourage à, au lieu d'accumuler les différents sujets en parallèle, ce qui est très dur de traiter, vous prenez ce sujet-là, vous bossez 1 heure par jour, en 2 semaines, on plie votre invest et go, c'est parti. Pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu moins de temps, je vous conseille quand même d'avoir 5 heures par semaine à consacrer pour pouvoir faire des visites. Ça va très vite, hein. Vous avez un bien à visiter à 1 heure de chez vous, ça vous prend déjà 2 heures aller-retour, plus 1 heure de visite, plus 1 heure pour l'organiser. C'est bon, vous avez fait vos 5 heures dans la semaine. Donc, moi, je vous encouragerais à avoir directement 5 heures par semaine. Alors, bonsoir Victor, quel est le prix du coaching ? Alors le coaching, c'est un coaching d'1 an. Le coaching est à 4 000 €, c'est finançable par le CPF. Dès que vous allez faire un deal, en fait, on va tellement négocier le deal que vous avez déjà gagné au moins 10 000 € dès la signature du deal. Donc là, go, c'est parti. Et surtout, ça va changer. Là, j'en ai de plus en plus d'entre vous qui me recontactent, qui sont maintenant à des 5 000 € de cash flow, qui veulent revenir dans le programme pour accélérer une deuxième fois. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut financer avec le CPF ? On peut financer avec le CPF. Et tout ça, et voilà. Et pour le Venezuela en IMO, tu as un avis à partager, ça c'est Simon. Alors oui, en fait, tous les endroits où il y a des crises un peu immobilières économiques, ça m'intéresse d'aller investir là-bas. La seule problématique, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je pense qu'à un moment, il faut se concentrer sur son corps d'activité. Aujourd'hui, je maîtrise vachement bien l'immobilier en France et ça cartonne, donc autant que je me concentre dessus. Aller au Venezuela, il faut y aller. C'est fun, c'est sympa, mais d'ici à gagner autant d'argent en faisant de l'investissement au Venezuela qu'en France, ça va être compliqué dans mon cas, donc il faut choisir son chemin de bataille. Voilà, j'ai répondu. Merci pour vos questions. N'hésitez pas à continuer à m'en envoyer sur Instagram, Victor Lora, Fire, FIRE, ou sur LinkedIn, Victor Lora. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Laissez-moi 5 étoiles, un petit commentaire. Go, on est parti. Vous avez toujours mon livre qui va ressortir. Nouvelle édition qui sort aux éditions Larousse en format poche qui arrive très vite. Donc n'hésitez pas à l'acheter sur Amazon ou à la Fnac directement. Il est toujours à la Fnac, en fait, dans la plupart des Fnac. Moi, j'y vais, je regarde, il est assez souvent là. Donc n'hésitez pas à profiter de ça. Je vous encourage pour vos invests. Go, vous allez tout défoncer. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.